ce que tu dis, d'être populaire, quoi. Le timide qui veut en fait être aimé. Enfin, je crois qu'on a tous envie d'être aimé. Il me semble. Je voulais toucher les autres et les gens, leur raconter, les émouvoir en leur racontant des histoires, en jouant des personnages. C'est tout. Je ne cherche pas autre chose. Et si un jour quelqu'un me dit ça a modifié, ça m'a fait rêver pendant quelques minutes, ou j'ai vu la vie différemment après avoir vu tel ou tel film ou telle pièce. Voilà. Alors ça c'est génial. Ouais, c'est mon seul but. Moi, mon désir, c'était de jouer des personnages, c'est tout. Mais il y a tellement des à côté, les castings. Répéter, etc. C'est d'une violence énorme. En fait, tu es dans un état de fragilité absolue. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous, Pause fait sa rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle saison. Une saison pour continuer à explorer ensemble les parcours, les doutes, les déclics de mes invités. Si c'est votre première écoute, bienvenue à vous. Si vous êtes là depuis un moment et que vous nous retrouvez après l'été, merci pour votre fidélité. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter pour soutenir le podcast Pause. Sur ce, très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a conquis les planches, crevé l'écran au cinéma, fait rire des millions de téléspectateurs dans une série devenue culte. Mon invité d'aujourd'hui fait vibrer les mots comme peu d'acteurs savent le faire. Et pourtant, c'est dans la douleur qu'il a appris à lire. Enfant dyslexique, il aurait pu passer à côté. Mais il a tenu, travaillé, persisté. Et c'est le théâtre qui l'a sauvé jusqu'à s'imposer comme une véritable vocation. Formé auprès des plus grands, guidé par la rigueur, il incarne avec autant de finesse les silences que les éclats. Il sait faire rire sans en faire trop, émouvoir sans forcer, raconter des vies avec une sincérité rare. Dans cet épisode, il nous parle de transmission, de passion, de fragilité et de ce fil invisible qui relie l'acteur à l'enfant qu'il a été. Bonjour Guillaume de Tonquédec. Bonjour Alexandre Mars. Comment tu vas ? Ça va bien. Après une introduction comme celle-là, ça ne peut que aller bien. Non, merci, c'est beau, ouais. Merci. Et je sais que c'est quelque chose que tu as mis en avant, et même quand on en parlait ensemble, toi, t'aimes, en fait, être Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, pourquoi ? Parce que, d'abord, par timidité. Très honnêtement, de base, j'avais pas tellement envie d'être vu, tout simplement. J'ai même la position de l'ancien timide. Si je me mets un peu de côté, je suis un peu comme ça, je me tiens un peu comme ça. C'est-à-dire, dès que, à nouveau, encore aujourd'hui, quand il y a une situation où quelqu'un qui m'intimide, je sens mon corps qui fait ça, quoi. Comme si je voulais rentrer dans ma coquille, quoi, de disparaître. Je pense que ça vient vraiment de l'enfance. Et en même temps, quelque chose de totalement contradictoire apparemment, j'avais qu'une envie, c'était de briller, d'avoir des amis, de rire, de toucher les autres, en fait. Parce que j'avais plein de sentiments comme n'importe qui en moi. Et j'avais envie de les exprimer. Et alors peut-être la différence ou la spécificité, je sais pas, ce que je m'aperçois en parlant avec toi, c'est que j'avais une envie de partage. C'est-à-dire que ces sentiments, ces choses, c'était pour les autres, de les faire rire, eux, de les émouvoir, eux, moins le timide. À quel âge ? Dès quand, vraiment en pleine timidité, quand tu avais 8, 6, 10 ans, déjà à ce moment-là ? Ouais, c'est ça. Et c'était un rêve, parce que tu savais que tu ne pouvais pas. C'était un rêve... Oui, c'était un rêve, mais je sais pas comment dire. Si j'essaie d'être honnête et de me souvenir de mon enfance, adolescence, il y avait quand même une détermination absolue derrière. Bizarrement, le timide était extrêmement déterminé. J'avais envie que ça marche. J'avais envie d'y arriver, de réaliser ce rêve, qui est toujours le même aujourd'hui, c'est que pour jouer la comédie, pour moi, jouer la comédie, c'est un don. Avoir un don, d'être bon quand on joue, c'est mieux, mais c'est surtout un don, c'est-à-dire c'est un don pour l'autre, pour celui qui va écouter, celui qui va regarder. Mais Guillaume, comment t'expliques ça ? Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, tu as écrit un livre, qui est là d'ailleurs, sur notre bibliothèque, Les portes de mon imaginaire, où t'en parles. Donc, il y a beaucoup de choses et merci Guillaume, d'avoir partagé ces moments très difficiles qui ont été des moments pour toi durs. Et c'est étonnant parce que là, tu me dis que tu avais cette vision de faire rire les gens. Pourtant, quand tu as 6, 7, 8 ans, tu te retrouves
quand même, aujourd'hui on appelle ça du bully en fait, mais là c'est pas du bully d'autres élèves uniquement, c'est de ta professeure à ce moment, de cette maîtresse. Donc comment tu arrives en même temps à être mis au coin, on te tire les oreilles, on te tape dans la nuque, enfin on fait tout ce qu'on nous explique partout qu'il faut jamais faire. Et pourtant, déjà à ce moment-là, t'espérais, tu voyais autre chose ou là tu peux rien voir, tu penses que t'es débile parce que ta maîtresse te dit que t'es bête. Comment tu t'arrives à avoir honnêtement, être mis comme le bonnet d'âne de la classe et en même temps tu voulais quand même les faire rire? Oui, alors c'est vrai parce que tu as commencé par parler du livre. En fait, je voudrais repartir de là. C'est qu'un jour, je jouais La Garçonnière au Théâtre de Paris et Caroline Glorion, qui est journaliste documentariste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui fait des documentaires, donc, est venue me trouver à la fin du spectacle. Et elle m'a dit, voilà, dans une collection aux éditions de l'Observatoire, on va explorer un domaine. On voudrait que des gens populaires viennent nous raconter leur rapport à la littérature. C'est quoi leur avis sur les grands auteurs, etc. Pour moi, tous ces souvenirs d'enfance que tu viens de décrire, qui étaient peut-être même pas forcément totalement conscientisés, sont remontés avec une angoisse absolue. Donc je me suis dit, donc je vais dire non à cette femme, mais comme je suis un garçon poli et bien élevé, j'ai fait le mec qui sort de scène et tout, qui est encore un peu dans le rôle, qui est totalement faux. J'ai dit, envoyez-moi votre projet par mail, je prendrai soin d'y réfléchir, là vous comprenez, on m'attend. Moi, t'as donné le vrai email. J'ai donné le vrai email. Ah, déjà, donc c'était... Oui, parce que je m'apprêtais, je me suis dit, voilà, le plan est préparé, je vais prendre 2 jours, ou dès demain, je dirais, écoutez, non, bon. Et puis finalement, dans la nuit, j'ai bien reçu son mail, exposant le projet, et moi, je me suis dit, d'abord, mon avis sur Corneille, je pense que tout le monde s'en fout, sincèrement, enfin, je vois pas en quoi ce serait intéressant, mais je me suis dit, tiens, après tout, j'en ai jamais parlé de tous ces cauchemars d'enfants, même pas à mes parents, et si je peux faire ce livre comme un témoignage pour les autres, c'est-à-dire si un jour un enfant qui vit la galère que j'ai vécue, on lui dit en gros la culture c'est pas pour toi, enfin le monde n'est pas pour toi parce que tu ne sais même pas lire et écrire, tu ne peux pas, tu n'as pas accès aux mots, donc tu n'as pas accès au monde extérieur et à la culture. Donc j'ai trouvé ça très injuste et vraiment ça a été un combat permanent. Mais donc je lui ai dit si je peux faire plus un livre de témoignages et dire que vous voyez maintenant l'acteur qui joue cette pièce La Garçonnière, qui a joué Molière en alexandrin, qui tout paraît facile, ça paraît un être très cultivé forcément puisqu'il a déjà joué tout ça. En fait non, dire que je viens vraiment de loin. Et parce que quand les gens, quand ils te voient, que tu as réussi, ils ont l'impression d'avoir une montagne devant eux. Ils se disent, mais non, mais jamais je pourrais faire ça. Je parle de l'enfant timide, l'enfant dyslexique, l'enfant qui se dit, mais je suis une merde. Enfin, je suis bon à rien, ça n'arrivera jamais, ça ne marchera jamais. Mon projet, quel qu'il soit, n'aboutira jamais. Et j'ai dit, bah alors si je peux témoigner de ça, que ça s'est pas fait en un jour et que ça a été très difficile au début, alors je veux bien le faire pour cet enfant-là ou pour l'adulte qui garderait en lui la blessure de l'enfance et qui aujourd'hui encore n'ose pas ouvrir un livre tout simplement ou aller au cinéma ou se permettre d'aller dans une exposition de peinture parce qu'il se dit c'est pas pour lui. Ouais voilà, c'est ça. Et merci Guillaume parce que là on parle de millions de Françaises et de Français et donc toutes les familles sont touchées par ça, on parle de 10. Toi tu étais dyslexique, on sait qu'il y a beaucoup de 10, il y a des dyspraxiques, dyscalculiques, il y en a un certain nombre, il y a 7 millions selon les chiffres de Françaises et de Français qui sont touchés par un 10, ça veut dire que dans toute famille tu as un 10. La difficulté qu'on avait encore plus hier qu'aujourd'hui, c'est que ce n'était pas en fait analysé, on ne le savait pas. Donc on mettait tout de suite la catégorie, ce qui est encore bien trop souvent le cas, il est bête, il n'y arrivera pas. Toi, et quand tu dis que Patrick, donc ton papa et Marie-Christine, ta maman, en fait ne le savaient pas, ou ils n'avaient pas entendu, ou ils ne le voyaient pas. Par exemple, quand ta maîtresse, cette terrible maîtresse, et pourtant tous les mois on met souvent en avant les professeurs qu'on aime beaucoup, là il y en a que malheureusement quelques brebis galeuses, tes parents ne le voyaient pas, cette méchanceté, cette agressivité qu'elle avait sur toi? Non, moi je crois que c'était d'abord une autre époque. Mes parents sont très pudiques. Et puis moi, tout simplement, par honnêteté, je crois que j'allais en cours. Je ne savais pas ce que c'était que les cours et on me disait tu n'y arrives pas, il faut que tu travailles plus dans cette direction-là. Par honnêteté, j'essayais de le faire. Donc j'étais très laborieux. J'essayais vraiment de... Tu donnais du mal, c'est ça? Oui, je me donnais vraiment du mal. Donc c'était la double peine. C'est-à-dire, tout en me donnant du mal, ça ne marchait pas. Donc je comprenais rien. En plus, j'étais au fond de la classe parce que j'étais en plus timide et que je voyais mal. Donc le tableau, je voyais pas bien. En plus, je suis astigmate. Donc par exemple, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que par exemple un D majuscule de loin, je peux penser que c'est un O.
ou un L? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un M est un N, un R, voilà, c'est ça. bien sûr. On confond tout, donc c'est un enfer. Donc quand elle me disait tu parles E ou ES, je dis vers du premier groupe, j'ai une chance sur 2, je savais pas du tout, j'ai dit E. Alors là, bon bah, elle me soulevait par les oreilles, littéralement. Physiquement, hein. Oui, physiquement. Et donc j'étais très malheureux parce que j'ai essayé de travailler, mais ça ne marchait pas. Mais pour autant, tu disais pas ça aux parents. Je reviens à ton sujet, c'est ça, les parents. J'ai essayé de bien faire, enfin même avec mes parents, je voulais déranger personne en fait. Mes parents ont découvert des trucs en lisant le livre, donc je me suis demandé s'ils allaient être choqués ou blessés parce que ils n'y pouvaient rien. Mais je pense que c'est vraiment le chemin du timide là pour le coup. Ça ne peut plus rien avoir avec la mauvaise vue ou la dyslexie. C'est l'envie d'essayer de pas faire de vagues, quoi. Vraiment. Faut bien qu'on comprenne. Là, on se retrouve quand même avec un jeune Guillaume qui se retrouve à être dyslexique alors qu'il n'est pas du tout vu comme dyslexique parce qu'à l'époque, la plupart du temps, c'est qu'on n'analysait pas ça. Ouais. Astigmate parce que avant le CM2, personne n'avait vu, personne n'avait pensé que tu ne voyais pas, et d'une timidité. Ouais. Mais là, il y avait beaucoup de trucs. Là, c'est même plus que maladif. C'est au-dessus que maladif. Pour raconter la timidité, ou un exemple vraiment très très concret, c'est que j'avais quand même quelques copains ou copines, et que quand il y avait un anniversaire, évidemment, on était invités. Donc même toi, t'étais invité. Même moi, j'étais invité, et je me souviens très bien d'arriver à la porte de ma copine, de sonner avec ma mère, évidemment, de donner le cadeau et de repartir avec ma mère, de pas pouvoir rester. Ça n'arrive pas, ça. Je l'ai fait en disant, je sais pas quoi, ma mère même devait être gênée par rapport à la maman qui avait préparé les gâteaux, etc. Mais c'est une histoire vraie. C'est pour te dire le niveau. Et ta maman, quand elle voyait ça, justement, elle essayait d'en parler avec toi. Elle essayait de dire, il faudrait qu'on aille voir. Elle devait se dire, je sais plus ce que ça, parce que moi, il faut savoir que le timide, tous les gens qui ont quelque chose comme ça, je pense qu'ils développent un espèce de contre-pouvoir ou de contre-qualité, qui ne sont pas les qualités qu'on attendrait, et qu'ils arrivent à se démerder pour faire croire que c'est autre chose. J'ai dû dire que j'avais mal au ventre ou je sais pas quoi, et de façon très plausible, j'étais peut-être déjà un bon acteur, et tout le monde a convenu que c'était mieux que je parte. Voilà, on n'a pas dit il est tellement timide, vous comprenez, le pauvre. Non, surtout il fallait pas qu'en plus on me dise mais oui, c'est parce qu'il est très timide. Non, il fallait pas que ça se voit. Je sais pas ce que j'ai inventé, mais ça a paru, c'est plausible en tout cas, quoi. Et justement, cette évolution-là, comment ça s'est passé? Là, je parlais tout à l'heure justement du fait que quelqu'un là, on a parlé de cette méchante professeure maîtresse à l'époque. Là, on va commencer aussi à parler des gens qui t'ont donné, ont vu en toi, pas uniquement tes qualités, là on y reviendra plus tard, mais juste là on est en CM2, quand un professeur, Monsieur Grandame, se rend compte que peut-être que tu vois mal. C'est ça, c'est aussi simple que ça. En fait, alors cette institutrice, je ne peux pas faire de psychologie de cuisine, mais c'est une femme qui n'avait pas eu d'enfant, et je pense ce serait été sans doute le rêve de sa vie. Donc peut-être que de voir des enfants, tout simplement, c'était compliqué pour elle. Je me souviens aussi que même adolescents et adultes, c'est pas forcément le métier. Cette première institutrice, même adulte, alors que je m'étais soigné, où j'avais pensé toutes ces plaies-là, quand je la voyais de loin dans le village où j'habitais, je changeais de trottoir juste pour ne pas la croiser. Pas du tout pas parce que je la détestais, mais par instinct de survie. Je ne peux pas lui parler. Donc je partais. Ça m'a choqué moi-même d'être même adolescent ou jeune adulte, de me dire pourquoi je ne peux pas parler avec cette femme. C'est loin déjà. Quand tu as connu ton succès, tu t'es pas dit à un moment, tu n'avais pas du tout un système de vengeance, ou juste lui dire, non. Peut-être qu'elle était plus en poste à ce moment-là, ou juste lui dire, attention, ne croyez pas forcément. Alors c'est peut-être la suite de ma timidité ou de ma capacité à ne pas vouloir blesser les gens. Je ne lui ai jamais dit. D'ailleurs, je ne mets pas son nom dans le livre par égard pour elle, parce que c'est pas très grave finalement. Ouais. Et je pense aussi que je suis pas d'accord avec toi. C'est très grave. Et je pense que des gens qui ont cette responsabilité. Je pense qu'elle n'était pas formée. Elle savait pas. Le drame, c'est qu'elle était en CP depuis des années, qu'elle rêvait de passer d'enseigner au CE1. Et elle a eu sa promotion l'année où je suis aussi passé en CE1. Donc je l'ai eu 2 ans. Les apprentissages fondamentaux CP, CE1. Donc je suis arrivé vraiment cabossé en CE2, quoi. Et en CM2, ce fameux monsieur Grandame, dont Daniel, voilà, dont je parle, c'est lui le premier qui a vu que je voyais mal. Alors qu'il y avait quand même des examens à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi j'étais passé au travers, moi. Où j'avais réussi à tricher, j'avais appris par cœur, pour déranger personne, j'avais appris par cœur la plaque là qu'on vous montre, c'est tout ce que j'avais fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est lui. Alors, nouvelle épreuve, parce qu'une fois que tu es diagnostiqué astigmate, très bien, il va falloir porter des lunettes.
Donc je me souviens très bien des lunettes en métal bleu, voilà, cerclées de elles sont différentes de bleu. D'aujourd'hui, elles sont très classe. Ouais, je te remercie. Elles étaient différentes, je pense. Elles étaient très différentes et moi j'aimais bien. C'est toujours ma couleur préférée, le bleu. Et nouvelle épreuve, c'est qu'il va falloir les porter en cours d'année, ces lunettes. Chez Monsieur Grandame, dans ma classe, donc je vois encore l'étui, je l'ai ouvert, je me dis qu'est-ce que je fais, quoi. Puis à un moment, je les ai mises et puis personne ne m'a rien dit, en fait. Et mon prof a vu tout de suite, parce que lui, je suis allé le voir, je lui ai dit, bah voilà. Mais ouais, personne ne s'est moqué de moi et ça m'a... C'est marrant parce qu'on pourrait se dire mais c'est une délivrance, c'est formidable, ça y est, il va bien voir nouvelle épreuve du timide, de se dire merde, il va falloir que je montre, que j'assume d'avoir une nouvelle tête, quoi. Donc celui qui ne veut pas être regardé, si j'ajoute un accessoire, on va d'autant plus me voir. Donc c'était vraiment, je me souviens très bien de ce premier jour qui a été un cauchemar et ça a mis plusieurs jours avant que de temps en temps je les remettais pas, quoi. J'ai mis du temps à oser les porter, quoi. Mais comment alors c'est un trauma. Ça paraît vraiment stupide, tout ce que je raconte. Mais voilà. Et merci de nouveau de le dire parce que il y a des gens qui nous écoutent, soit qui sont passés par là, soit qui ont des enfants qui passent par là. Ouais. Donc c'est très important d'en parler parce que ça crée des traumas. Alors après, on voit ce qu'on fait de ces traumas, on en a tous et toutes, des traumas. Je pense que celui qui dit qu'il n'y a pas de trauma, je pense que c'est un énorme menteur. Il s'en est pas encore rendu compte. Ouais, ou non, mais bon, c'est un autre sujet. Mais moi justement, le trauma d'aujourd'hui, quand je te vois, quand tu es venu ici au studio, comment tu le vis ? Tu te mets sous une casquette et avec des lunettes de soleil parce que justement, tu n'as pas envie de déranger ou tu as envie de passer à incognito, toujours ce passe-muraille ? Ou est-ce que justement, toi, tu dis tu aimes bien justement aujourd'hui que les gens viennent t'arrêter, justement, qu'ils disent tu m'as fait sourire ou vous m'avez fait sourire ? Comment justement quelqu'un qui a été traumatisé par certaines situations de la vie et qui ont montré une timidité extrême, aujourd'hui, quand quelqu'un que tu connais pas qui vient te voir, ça peut être un petit peu prenant. Donc, comment t'aimes bien ça ? Quand t'es venu là aujourd'hui, des gens ou aujourd'hui, ce matin ou hier, des gens qui sont venus te voir, c'est quoi ? Comment tu vis ça, toi ? Oui, c'est vraiment une bonne question parce que c'est totalement contradictoire à nouveau. J'avais qu'une envie, c'était qu'il m'arrive ça. Ce que tu dis d'être populaire, quoi. Le timide qui veut en fait être aimé. Enfin, je crois que on a tous envie d'être aimé. Il me semble. Et donc moi j'ai trouvé ce moyen-là par le jeu et du coup d'entrer chez les gens. C'est cette chance incroyable de cette série Fais pas ci, fais pas ça où on est rentré dans les familles et donc il y a plein de gens de fait qui me reconnaissent et qui me parlent de cette série qui a beaucoup touché les autres. Et ça me fait évidemment infiniment plaisir. Et c'est ce que je recherche, mais ça paraît totalement contradictoire avec celui qui veut au contraire être, quand il était enfant, passer inaperçu. Donc je crois que c'est plutôt, je reviens à cette histoire de don, c'est-à-dire de partage, c'est de faire du bien aux autres. C'est très bizarre, quel que soit le rôle. Pas forcément de les avoir fait rire, mais de les avoir touchés intimement sur certains rôles plus graves aussi, comme dans Arrête avec tes mensonges, qui est un film assez récent que j'aime beaucoup, ou des personnages comme ça plus complexes. Il paraît, c'est une comédie, etc. Mais il y a des choses derrière, en fait, derrière ces personnages, il y a des blessures aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, de les montrer l'air de rien. Oui, vous avez ri, mais quand vous allez rentrer chez vous, après avoir vu Le Prénom, par exemple, au théâtre, il y a d'autres choses dans les personnages. C'est pas que drôle, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et les gens, quand ils t'arrêtent, aujourd'hui, ils t'arrêtent en disant, tiens, je me souviens de la famille Le Pic, où ils t'arrêtent justement Le Prénom, où ils disent, mais... Non, mais il y a plein de gens aussi, parce qu'il y a quand même des trucs assez drôles. Il y a plein de gens qui me disent, qui se disent, je connais ce mec, mais où ? Et donc, à la cafétéria du bureau. Mais c'est ça, je me souviens, j'étais dans un port en Bretagne, je naviguais, je vois un père et son fils qui passent à côté de moi en barque, et le père dit, mais... Là, tu te dis, il m'a vu. Je dis, ça y est, il y a l'ego de l'acteur qui se réveille, qui se dit, ça va être un grand moment. Il va me dire qu'il m'a vu dans, je sais pas, barbecue, Le Prénom, je sais pas quoi, ou au théâtre. Et il était avec son fils. Et puis, mais on se connaît. Mais j'arrive pas à me souvenir d'où. Et on s'est vu déjà. Et je dis, écoutez, peut-être, parce que moi, dans ces cas-là, je vais pas dire, si vous savez, je suis acteur, voilà, vous avez dû me voir. Je dis rien. Je dis, écoutez, peut-être, parce qu'après tout, comme moi aussi, je reconnais pas bien les gens parce que je vois mal. Je dis, c'est peut-être réellement quelqu'un que je connais. Donc, il y a une double méfiance. Et puis, le fils a fini par lui dire, papa, tu l'avais vu au bar. Donc, j'étais avec mon propre fils, on a éclaté de rire et puis j'ai laissé le mystère. C'est bien le mystère. Il y a plein de gens qui se disent, je connais ce gars-là, mais je sais pas d'où, quoi. Et c'est marrant parce que quand on parle de mystère,
Je sais que toi, il y a un mystère que tu protèges, c'est le mystère de ta vie privée. Ce qui est assez rare, hein, parce que c'est vrai qu'on connaît la plupart des gens qui ont ta notoriété, on sait à peu près tout, en tout cas beaucoup de choses sur eux. Toi, et là aussi, c'est une sorte de... Oui, tu veux faire un métier qui est donc forcément connu, tu risques d'avoir un ego peut-être moins dimensionné que d'autres, mais qui existe. Et pourtant, quand Paris Match veut faire des photos de toi et de la famille, quand des gens veulent aller un peu plus, tu refuses. C'était pour toi, ça a une logique absolue de refuser. Tu t'es laissé tenter, t'aimerais te laisser tenter. C'est quoi la raison derrière? Alors tu l'expliques d'ailleurs, tu écris dans ce livre, c'est que de nouveau, tu as envie de laisser ce mystère que ce Monsieur Tout le Monde puisse justement tout jouer. Mais c'est vraiment ça? C'est d'abord par égard pour ceux qui partagent ma vie, parce que je me dis après tout, ils n'ont pas choisi ce qui m'arrive. Donc je vois pas pourquoi. Et ils t'ont connu là avant que tu aies cette notoriété. Bien sûr, de ton épouse avant que tu aies cette notoriété-là. Donc elle t'a pas connu après. Mais ils n'ont pas choisi ce qui m'arrive, et après tout, peut-être que ça peut les desservir. Je ne sais pas sur quel plan, peut-être. Mais tu aurais pu parler avec eux, parce que si j'en parle avec eux, non, j'en parle très très clairement. Et ils t'ont dit, on veut pas. Je les laisse choisir. Mes enfants, par exemple, quand il y a une avant-première ou quelque chose comme ça, il y a très souvent, on fait des photos, etc. Je sais que ces photos, du coup, elles sont dans le domaine public. Hein, c'est des photos qui sortiront le jour où je mourrai. Ils vont les récupérer, etc. Je sais très bien ce qui se passe. Et puis voilà aussi. Donc je dis à ceux qui m'accompagnent, est-ce que tu as envie ou non? Moi, j'y vais parce que ça fait partie du job. Mais t'es pas du tout obligé. Et tout ça, on en discute avant, parce que la notoriété, c'est pas que bien. C'est-à-dire ça apporte aussi sa cohorte, son cortège de soucis, de problèmes, de jalousie, de qu'en dira-t-on, etc. Donc après tout, moi j'ai pas fait ce métier parce que je reviens vraiment encore à la base. Ouais. Moi je voulais toucher les autres et les gens, leur raconter, les émouvoir en leur racontant des histoires, en jouant des personnages. C'est tout. Je ne cherche pas autre chose. Et si un jour quelqu'un me dit ça a modifié, ça m'a fait rêver pendant quelques minutes, ou j'ai vu la vie différemment après avoir vu tel ou tel film ou telle pièce, voilà, alors ça c'est génial. C'est mon seul but. Là tout à l'heure on parlait de maîtresse, une maîtresse qui a été compliquée avec toi, on a parlé quelqu'un en CM2, et là on va reparler de quelqu'un, des choses positives, des gens, et moi je crois tellement à la transmission, je crois les gens qui tendent la main. Là on parle de Françoise Gaillard, là aussi c'est certainement elle qui t'a ouvert certainement cette voie. C'est elle que tu considères que celle qui t'a mis dans cette direction vers le théâtre, celle qui t'a commencé à te pousser vers ce qui a vu quelque chose en toi que d'autres n'avaient pas vu avant? Oui, à l'évidence, c'est-à-dire que c'est ma prof de 4e, 3e. Moi, je suis rentré en 6e au collège Louis Lumière, c'était prédestiné, qui était d'ailleurs un collège audiovisuel. À l'époque, on enseignait par l'audiovisuel, c'était un endroit absolument extraordinaire. Puis après, on l'a fait rentrer dans le rang, on a supprimé tout ce qui était audiovisuel. On pouvait, par exemple, en 6e, mais dans les années, fin des années 70, début des années 80, on pouvait faire, nous, nos films, les élèves, dès la 6e. Il y avait ce qu'on appelle un CDI, un centre d'autodocumentation, où on pouvait aller chercher des archives, des microfilms, des films. Maintenant, ça paraît totalement dépassé, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Il y avait une bibliothèque absolument immense, et tout était dans ce fameux CDI où on avait accès libre. On avait la matière première de la connaissance à notre portée, et on pouvait... Moi, j'ai fait un film sur le naufrage de la Moco Cadiz. Quand c'est arrivé, je suis allé filmer, aller interviewer des pompiers qui intervenaient sur le sujet, des élus. Enfin, j'étais en 5e, je crois. Bon, mais donc tout ça pour dire que Françoise Gaillard, je savais qu'elle enseignait en 4e, 3e, donc 2 années au-dessus quand je suis arrivé en 6e, et qu'elle faisait venir une prof de théâtre qui s'appelle Colette Aumont dans sa classe, parce qu'elle avait dit il y a du théâtre au programme, le théâtre il est fait pour être joué, donc vous allez le jouer, vous allez plutôt que de le lire, c'est très difficile à lire le théâtre. Il y a marqué Alceste, la réplique, Philinte, la réplique, c'est très compliqué à lire. Je trouve ça très difficile à lire, quoi. Très rébarbatif et quand même très c'est un reboussoir. Honnêtement, je trouve ça très difficile à lire, quoi. C'est pas comme un roman ou un récit où on rentre dedans. Là, il faut vraiment se remettre à chaque fois scène 1, acte 2, Bon, je trouve ça compliqué. Donc de le jouer, c'était en effet une très bonne idée. Et j'avais vu des représentations de mes copains un peu plus âgés au collège. Je me dis, mais c'est vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Comme j'étais tellement timide, jamais j'aurais osé pousser la porte d'un cours. Je me dis, il faudrait que je sois dans la classe de cette prof. On était quand même assez nombreux.
Je me retrouve dans la classe de cette prof, mais l'année d'avant, elle avait dit j'en ai marre de faire du théâtre, donc elle n'avait pas fait revenir cette Colette Aumont. Parce qu'il faut rendre hommage aux profs. Faire des choses qui sont en dehors du programme, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'ennuis administratifs et de plus en plus. Et donc, et on comprend, on va essayer de protéger au maximum tout le monde, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on protège tellement que, comme dans la société américaine, on finit par prendre tellement de coups ou de risques de procès ou je sais pas quoi, qu'on ne fait plus rien, quoi. Ouais. Donc, je rends hommage à tous ces profs qui font encore aujourd'hui malgré tout, parce que ça peut changer des vies, j'en suis un exemple concret. Et donc, je me retrouve dans la classe de Françoise Gaillard, déjà première victoire, et puis elle annonce assez vite en début d'année que Colette Aumont va venir. Alors là, moi, je me suis dit, mais c'est... Bon, il faut aussi avoir de la chance dans la vie, et là, pour le coup, c'est de la chance. Et Colette Aumont vient, Françoise Gaillard dit, on va consacrer un mercredi par mois, les 4 heures de français du mercredi matin, on va les consacrer au théâtre. J'ai regroupé les heures, parce que c'est... Voilà, on va faire que ça toute la matinée. Et je me suis retrouvé, je ne sais plus avec quoi, peut-être un poème ou une scène, devant mes copains, moi le timide, à jouer une scène et à sentir d'abord la connexion avec mes copains. Moi qui étais timide, tout d'un coup, je pouvais enfin les intéresser, des rires, ou des regards tout simplement. Et puis surtout une sensation physique de décoller du sol. Vraiment, ça peut paraître curieux, mais de me dire qu'est-ce que je me sens bien, quoi. Donc c'est ça, c'était la confirmation de ma vocation. Je dis, c'est ça que je ferai. T'en souviens? Ah ouais, très bien. Non, je me souviens pas du texte, mais je me souviens du moment sa sensation sensuelle, charnelle, la sensation charnelle que ça a provoqué en moi. C'est marrant parce que ici on a eu, je me souviens avec une discussion que j'avais eu avec Danny Boone, qui me disait que à peu près ça, peut-être un peu plus jeune, il se souvient qu'il avait marché dans un théâtre, qu'il s'était mis sur la scène et qu'il avait regardé et dit oh, c'est ça. Tu vois, ce moment-là où, comme toi, quand tu as joué, c'est ça. Et donc ça, pour toi, à partir de ce moment-là, moi, ce qui m'étonne, c'est que déjà, dès la 6e, tu avais ça, parce que tu avais vu une pièce. Ouais. À quel moment ça vient? Parce que tu pourrais me dire, j'aimerais bien ressembler à Clint Eastwood, j'aimerais bien avoir Steve McQueen, il y a peut-être des trucs où je me dirais, ok, c'est logique, tu l'as vu à la télévision. Mais t'allais souvent au théâtre? Alors, c'est pas tellement ça. C'est que mes parents adorent le cinéma, donc on y allait assez souvent. Ils adoraient T'habitais du côté de Louvciennes, à ce moment-là. C'est ça, ouais, la télévision, parce que la télévision diffusait des très grands films. Il y a des très grandes émissions de cinéma, le Ciné-Club, Claude Jean-Philippe, les dossiers de l'écran, Monsieur Eddy, la dernière séance, et tout. Moi, j'adorais. Pierre Tchernia, enfin, moi, j'adorais toutes ces émissions-là, et mes parents aussi. Et ils nous laissaient les regarder, alors qu'on était petits. Et c'est pas tellement de m'être dit, tiens, je veux être Clint Eastwood. J'adorerais, mais voilà. C'est pas tellement ça. C'est pas Monsieur Tout le Monde, hein. Mais alors, ce qui est pas Monsieur Tout le Monde, ouais, il tient bien. Enfin, bon, ouais. C'est fou. Le Colt. Mais bon, peu importe. C'est pas un personnage en particulier. C'est plus le pouvoir qu'ont ces gens dans la petite boîte qu'est la télévision. Je me souviens, moi, le timide, et puis celui que, dans une famille assez pudique, où on n'exprime pas forcément ses sentiments beaucoup, d'être dit, mais cette boîte, elle a un pouvoir, les gens dans la boîte, c'est extraordinaire, ils font rire. Ma mère qui est là sur le canapé, puis après, 2 minutes après, elle pleure, et mon père aussi est enthousiaste, alors que moi, en famille, j'essaie de me cacher, je veux pas qu'on me voie. J'adorerais que mes parents rigolent comme ça face à ce que je fais, j'adorerais exister à leurs yeux, quoi. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux, c'est être dans la petite boîte. Mais là, c'est plutôt vers les 10 ans. Et le timide s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais je me suis dit, jamais j'aurais osé pousser la porte d'un cours. Il faut aussi de la chance. Là, j'en ai eu, quoi. Le cours est venu à toi. Cours est venu à moi. Ce qui moi, m'amuse aussi, c'est que tu l'as dit d'ailleurs dans une interview, tu dis, t'as 3 enfants. Et en fait, alors que toi, ça t'a rempli, ça t'a permis d'être ce que tu n'étais pas ou que tu voulais devenir. Et aussi bien tes 3 enfants, Amaury, Timothée et Victoire, c'est ça? En fait, t'étais pas tellement... Pourtant, tu les as amenés sur les sets de tes films, au théâtre, et tu ne voulais pas trop qu'ils rentrent dans ce monde-là. C'est étonnant, alors que toi, tu l'as dit, ça t'a ramené... ça a changé. C'est ma vie. C'est pas que ça a changé ma vie, c'est que c'est ma vie. Et pourtant, tu voulais pas forcément que tes enfants... Je voulais c'est quoi, pas c'est le du népotisme, tout. qui te dérangeait? Non, je pense que par ailleurs, avec tout le bien que je viens de dire de mon métier, je trouve que c'est trop difficile. C'est trop... Parce que t'en as bavé aussi pendant tellement d'années. C'est trop humiliant. Honnêtement, pour arriver juste, moi, mon désir, c'était de jouer des personnages, c'est tout. Mais il y a tellement des à côté, les castings, répétés, etc. C'est d'une violence énorme. En fait, tu es dans un état de fragilité absolue. Quand tu viens jouer, tu viens offrir un bout de toi-même et on te dit, ah ouais, mais alors, on comprend rien, là. Et puis, t'es un peu gros, hein, pour le... Bah ouais, mais il faudra... Puis alors, t'as des dents... on te dit des trucs, mais carrément, ou alors moi, je me souviens d'une
Là, on est en casting, d'un casting où je passe le casting et tout avec la tête que j'ai, vraiment le mieux possible, etc. Puis le mec me dit, ouais, ça va pas parce qu'en fait on cherche le nouveau Patrick Bruel. Je lui ai dit, allez lui demander. Qu'est-ce que le nouveau Patrick Bruel, c'est pas moi, quoi. Hein. Et c'était bien avant de le rencontrer après sur le prénom. Sur le prénom, ouais. Mais j'ai éclaté de rire de sidération. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Quel est le parce que je sais pas, ça avait une phrase qui avait dû traîner en réunion de production. Ouais, tu vois, il ferait le nouveau machin. Mais ça ne veut tellement rien dire. Tu t'es dit, mais alors, surtout toi, tu te sors de là en essayant de te positionner, donc on m'a fait venir. Mais donc, quel est le lien? Comment je pourrais essayer d'être le nouveau Patrick Bruel pour décrocher le rôle? T'es complètement largué, surtout quand t'es jeune. Tu vois et puis ça dure, parce que là, tu disais tout à l'heure que j'en ai passé les castings, ton moment a vraiment commencé en 2007. Là, tu projettes quand même rapidement là-dessus, donc c'est quand même 15 ans où si pas pour le moment j'ai des pâtes avec du beurre, mais on n'en est pas loin, comme c'est quand même plus de noms que d'ouïes, on va dire ça comme ça. Ah ouais, c'est la résilience. Si tu passes 10 auditions et que tu en réussis 2, c'est un excellent rapport. Ouais. Mais en attendant, on t'a dit 8 fois non. Et puis je te dis de façon des fois vraiment très 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 désagréable où enfin je me souviens j'ai tellement d'exemples à raconter qui peuvent paraître pas très intéressants. Puis, c'est comme ça va. Je dis tu te livres tellement parce que t'as tellement envie de jouer le rôle que quand on te balance des saloperies à la gueule, c'est toi que tu remets en question. Guillaume, on va passer maintenant à une pause vérité. La pause vérité, c'est que je vais donner des phrases souvent entendues ou des clichés sur ton industrie, sur ton système. Tu vas voir, c'est très similaire à ce qu'on vient de discuter ensemble. Et tu me dis si pour toi, c'est vrai ou faux. Okay, et pourquoi, si tu as envie. D'accord. Un acteur sans ego ne tient pas longtemps. Vrai. Vrai, parce que j'explique pourquoi. Parce que on pourrait dire, non, mais lui, il a l'air tellement sympa, il n'a pas le melon, etc. Il ne la ramène pas. C'est totalement faux. Derrière ma politesse apparente, je suis absolument déterminé. C'est-à-dire que j'irai pas tuer un copain symboliquement pour prendre le rôle. Ça, non. Si c'est l'autre qui le mérite, j'étais le premier à me réjouir quand on était plusieurs sur des auditions et que j'ai appris que c'est un copain qui l'avait. J'ai dit, mais c'est génial et tout, bravo. Et la casting m'avait regardé comme ça, mais vous êtes content pour lui? C'est un copain et tout, je peux pas en plus. Évidemment, je suis jaloux. Et l'ego, c'est là que je veux dire, c'est que la prochaine fois, je veux que ce soit moi qui chope le rôle, mais je me réjouis de ça. Mais derrière, tu vas essayer de t'améliorer dans ces cas-là, absolue à vouloir un jour avoir le rôle. Donc c'est pour ça que j'ai un ego surdimensionné que je calme. Ouais, en tout cas, il se voit pas trop. Ouais, mais bon, il existe. Un bon acteur peut tout jouer. Un bon acteur peut tout jouer. Un bon acteur peut tout jouer. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi mettons Depardieu de côté. Ouais. C'est quoi pour toi un très bon acteur aujourd'hui? Un bon acteur aujourd'hui, on parle toujours de Pierre Ninet. C'est quoi un bon acteur? Pierre, c'est un super acteur. Donc est-ce qu'il peut tout jouer? Alors moi, je le vois jouer un peu tout. Il a joué. Alors bon, voilà, c'est un bon exemple parce que Pierre, il a joué énormément de choses, que ce soit dans le drame ou la comédie. Et je pense qu'il va faire que s'améliorer avec le temps qui va passer, les coups positif ou négatif qu'il va prendre dans la figure parce que il va prendre d'autant plus d'épaisseur, je pense, comme tous les bons comédiens. Je pense que comme le bon vin, voilà. Oui, c'est un bon exemple. Lui, il peut faire beaucoup de choses, mais c'est une question compliquée. Toi, tu peux tout jouer? Tu peux tout jouer, toi? Je pense que est-ce que je peux tout jouer? Je sais pas. Est-ce que tu préfères plus jouer quelque chose? Est-ce que la comédie c'est plus difficile que le drame? La comédie, c'est pas que c'est plus difficile que le drame, mais on reconnaît plus volontiers le drame, l'acteur dramatique, que l'acteur de comédie, tout simplement. C'est comme ça, parce que ça paraît facile, justement, c'est pour du divertissement. Mais en fait, moi je dis souvent que le personnage qui est de comédie, il vit un drame. Très souvent, le prénom, ce gars, il est obligé de se cacher. On pense que, on imagine des choses sur lui qui sont totalement fausses et qui vont beaucoup le blesser quand on va les lui révéler. Et il est obligé de se cacher parce qu'il est amoureux de la maman de ses 2 meilleurs amis. C'est quand même très compliqué, que c'est un secret énorme pour lui et pour elle. Et donc il vit un drame parce que le moment où il est obligé d'avouer ça à ses meilleurs amis, il sait que c'est sans doute la fin de l'histoire avec eux, et peut-être même avec celle qu'il aime, que ça va être un tel chambardement que peut-être que c'est la fin. En tout cas, c'est un moment de vie dramatique. Mais il faut faire rire aussi. Et la situation prête à rire, mais quand on pense bien au personnage, comme ce que faisait Valérie Benguigui juste avant dans son magnifique monologue de déclaration où elle prend la parole pour toutes les autres femmes, d'ailleurs, c'est un moment unique de Valérie, était exceptionnel. C'est un drame qu'elle vit aussi. Est-ce qu'on se remet jamais tout à fait
d'un rôle qui a eu beaucoup de succès. Tu me parles du prénom. C'est vrai que tu en as déjà parlé 2 fois. C'est ton premier grand succès. Après c'est le premier succès au cinéma. Qui a cartonné à 3,6 millions de gens. Ouais. Et puis, chaque fois, 5, 8, 10, 12 millions quand ça repasse sur les différentes chaînes. Ça cartonne à chaque fois. Pour toi, tu penses que dans 10, 20 ans, 30 ans, comme La Grande Vadrouille pour De Funès, on en parlera, même si tant mieux. 19... Oui, c'est ça pour toi. C'est tellement bien. Ah, bien sûr. C'est tellement bien. Puis moi, je me dis, avec le temps qui passe, parce qu'on ne sait pas quand on est dans une entreprise comme ça, voilà, on joue la pièce au théâtre, les premiers spectateurs, c'est pas qui sourient ou qui rient, c'est qu'ils sont pliés de rire, que c'est des vagues de rire, qu'on est obligé d'attendre, nous, dans les acteurs, que les gens aient fini pour reprendre, parce que si on parlait sur les rires, on n'entendrait pas les répliques d'après, donc on est obligé de ménager des pauses qu'ils ont gardées d'ailleurs au cinéma. Alexandre et Mathieu, quand ils ont mis en scène leur propre pièce qui est devenue un film, ils savaient qu'a priori, là, ça devrait rire, donc il y a des temps qui ont été inscrits, pas parce que ils savaient au théâtre qu'il fallait pas enchaîner trop vite, quoi. Mais donc avec le temps qui passe, je me dis peut-être j'ai de la chance. En fait, je suis dans un film classique français qui restera au-delà de moi, et c'est génial. Qui ne savent pas forcément. C'est vrai que c'est une pièce aussi, en plus d'être un film. Une pièce. Ouais. Et c'est pas prévu de la rejouer parce que maintenant ça fait assez longtemps qu'elle n'a pas été rejouée. Et là, nous, on devait faire. Il y a une proposition de tournée qui était carrément une tournée internationale. On devait aller aux États-Unis, au Japon, à la Réunion, pourquoi etc. Ça s'est pas fait ? Et ça s'est pas fait parce que Bruel n'avait pas le temps. Il avait plein d'autres trucs à faire. Qui voulait pas donner trop de temps à la tournée. Or, une tournée, pour qu'elle soit rentable pour des raisons de production, il faut que ce soit au moins 3 mois. Enfin bon, il les avait pas. Et surtout, on a tourné le film dans la foulée de la pièce. Et du coup, une fois que tu as tourné le film, que le film est lui-même parti en tournée, qu'on a accompagné la tournée tous ensemble, on avait peut-être plus goût à le faire. Et puis la vraie raison, c'est la mort de Valérie. Moi, jamais j'aurais rejoué la pièce sans elle. Ça aurait pu être comme Sarmania, ça aurait pu être une autre équipe. Ah oui, une autre équipe. Il y a eu d'autres équipes et tant mieux. Je pense que la pièce reviendra. Elle sera rejouée. La notoriété rend les relations plus floues. Plus flou. Ouais. Est-ce que tu as réussi, toi, après 2010, on va dire, 2007-2010, la année fait Passi Passa, et puis après le prénom, 2011-2012, est-ce que tu arrives à trouver la même amitié que celle que tu avais quand tu avais en 2000? Si je rencontre des gens et que je vois que ça peut être une amitié intéressée. C'est pour toi, ou c'est parce que tu es connu? Je pense que c'est instinctivement. D'abord, j'ai gardé tous mes copains d'enfance et d'adolescence. Eux, ils n'ont pas changé. Et au contraire, ils se réjouissent très simplement pour moi. Ils viennent voir toutes les pièces et on va bouffer après, on refait le monde, etc. Puis on voit où en est chacun, etc. On prend des nouvelles des autres dans les bons et les mauvais moments. Ça, c'est vraiment un socle important de copains, mais ils sont pas 100 000. Hein. Et puis depuis, oui, j'ai eu quelques amis dans mon métier. Valérie Benguigui en faisait partie, Valérie Bonneton pour 10 ans ensemble, 10 ans mais on continue à se voir dans le privé. Mais par contre, instinctivement, j'aime pas tellement les soirées de trucs, de machin. Même chose. J'ai jamais trouvé un rôle grâce à une soirée, quoi. Donc, tu te remets dans une posture un peu. Ouais, je pense que je dois avoir un instinct de survie qui me dit oula, elle ou lui, attention, quoi. On ne peut pas jouer sans faille intérieure, sans trauma. Est-ce que tu en as beaucoup? Puisque vous connaissez entre artistes, entre actrices et acteurs. Est-ce que tu vois des gens qui... Tu connais leur trauma, tu dis c'est ce trauma-là qui va faire comme toi, qui va faire leur talent. Tu penses qu'on peut jouer sans trauma? C'est une super question à nouveau, parce que... Bravo. Sinon, attends, je note tes points, là. En fait, c'est c'est la méthode de Stanislavski qui disait qu'il fallait se servir de ce qu'on avait vécu pour positif ou dramatique, pour donner la vérité au rôle, pour nourrir les personnages. Et puis à l'inverse, il y a la méthode Mastroianni qui lui rigolait de tout ça en disant mais c'est tous des malades, jouer un personnage, moi je réfléchis à lui et puis tout d'un coup il vient me visiter quand je prépare des pâtes, je prépare les pâtes avec lui et voilà j'ai un échange et après je sais comment je vais pouvoir le jouer. Il disait aussi cette phrase géniale, il disait jouer la comédie c'est comme faire l'amour et je vous remercie, j'ai beaucoup fait l'amour. Puis il éclatait de rire, j'adore, je suis plutôt de l'école Mastroianni que d'aller rechercher le trauma en moi pour me dire, etc. Parce que, je sais pas comment dire, il y a un truc qui va sonner faux. Ouais. Parce que c'est trop intrusif. Et pour autant,
s'il y a une réplique, il y a des rôles, arrête avec tes mensonges, là j'en parlais, il y a un personnage à un moment, il fait un point bien malgré lui sur sa vie parce qu'il y a des gens du passé qui vont ressurgir et il va apprendre des choses qui vont vraiment sincèrement le bouleverser, notamment la lecture d'une lettre. Et je savais, moi, le jour de tournage, que la lecture de la lettre allait être un point d'orgue du personnage, c'est un rendez-vous, quoi. C'est ce jour-là et ce sera pas le lendemain parce qu'on ne rejoue pas comme au théâtre. Il faudra que l'émotion sorte. Et je me souviens que je me suis totalement laissé aller. Je sais pas où je suis allé chercher ça, mais la scène, je me suis fait voir moi-même quand je me suis mis à être particulièrement ému. Donc j'ai utilisé quelque chose de moi, certainement, pour qui correspondait au personnage. Tu l'avais préparé justement, tu t'es dit tiens, je m'étais mis là-dedans que je vais en chercher. état de disponibilité, j'ai envie de dire, et de laisser le moment, parce qu'on peut pas des larmes forcées, ça marche pas, quoi. En fait, on met pas de l'oignon, on peut aussi, et les gens peuvent être émus par l'oignon ou le menthol. Hein. Le menthol aussi. Et j'avoue que je l'utilise aussi de temps en temps, parce que quand on a fait la 15e prise et qu'on est passé sur l'autre personnage, puis on vient enfin sur toi, etc., que t'es sec, en fait. Ouais. L'émotion, en tout cas, moi, j'arrive pas à dire, allez, à chaque fois, waouh, c'est ça qui est magnifique avec le cinéma, c'est que il faut, tu sais que c'est à ce moment-là, quoi. Et puis, peut-être tu vas mettre 15 prises, mais la 15e sera la bonne, et les gens ne verront que la 15e prise dans le film. Ils n'auront pas vu les 14 autres, où t'as ramé, etc., où tu trouvais pas. Puis tout d'un coup, tu vas trouver, ou peut-être que tu vas pas trouver, ça, c'est le drame de ta journée, voire du rôle, parce que tu l'auras pas. Justement, en parlant de rôle, est-ce qu'il y a enfin, pour terminer quand même sur la notion d'utiliser des choses qui t'ont bouleversé, etc. Moi, j'y mêle forcément la notion de plaisir. C'est pour ça que je suis plutôt de l'école Mastroianni. Il faut qu'il y ait quelque chose de joyeux. Même dans le drame le plus absolu, il faut que tu te regardes en train de pleurer, éventuellement, mais pas forcément que tu te sois ouvert les tripes et qu'après, tu sois pendant 2h30 dans ta loge à taper contre les murs, à dire « j'ai tout donné, mais j'en peux plus. Surtout, me lâchez pas. » Faut pas que ça confine à la folie. Le problème de ça, c'est que tu as des acteurs qui ont eu, comme tous, des vies terribles, et qui n'ont jamais réussi. On a tous eu des trucs terribles, et ça va pas en faire des bons comédiens. Donc il faut absolument, moi, ce qui me sauve, la boussole, c'est aussi la notion de plaisir, même dans les moments dramatiques. La peur que le succès s'arrête, la peur que ton prochain film n'ait pas plus de X millions de téléspectateurs, ta série, c'est toujours là, pour tout le monde. Oui, j'adorais cette phrase de Marielle, Jean-Pierre Marielle, il disait le problème de notre métier, c'est de durer. C'est tellement juste. Et lui qui a eu on pense qu'il n'y a eu que des hauts, mais quand tu vois la vie de l'homme, il y a aussi des moments, et de l'acteur, difficiles, etc., où il a un peu disparu. Annie Girardot, quand elle a son César du meilleur second rôle, je crois que c'est pour Les Misérables, où elle est tellement bouleversée et bouleversante, où elle dit, je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué douloureusement, particulièrement. Enfin, elle est en larmes et tout. Bon, c'est du vécu. Hein. C'est du vécu. Et cette femme qui a joué les plus grands rôles, qui nous a bouleversés, La Salle était debout à juste titre, lui a rendu un maigre hommage par rapport à la douleur qu'elle avait vécue, parce qu'à un moment, elle a plus intéressé, les gens disaient, on l'a trop vu, je sais pas, et tout d'un coup, on l'a plus appelé, quoi. Et ça a été une blessure énorme. Toi, tu le vois, ça, chaque année, tu dis, tiens, est-ce que j'ai reçu 5, 10, 20, est-ce que ton agent, tu dis, t'es inquiet aujourd'hui, t'es continuellement inquiet. Moi, je pense que je suis inquiet. Pas inquiet. Je pense qu'il faut pas du tout raisonner en se disant, bon, attends, là, ça, c'est un rôle à César. Moi, je vais le faire, c'est un rôle à César. Il faut d'abord suivre son instinct et se faire plaisir. Il faut pas y aller pour de mauvaises raisons, quoi. Parce que le rôle à César, et quand t'as pas le César, alors là, t'es vraiment très, très mal, quoi. Et puis surtout, à quoi bon? Il faut suivre forcément son instinct parce que sinon, tu vas être super malheureux. Puis ça n'existe pas. Enfin, ça n'est pas... Qui est ton agent? Laurent Grégoire. D'accord. Et j'en ai eu d'autres avant, mais là je travaille avec Laurent et on parle beaucoup, on échange beaucoup, et au final c'est l'acteur qui prend toujours la décision, donc ça il est très respectueux de ça, mais par contre il a une vision très claire et très nourrissante, enfin intéressante, au moment de ta vie, là où tu en es, etc. Et est-ce que c'est bien ou pas, et puis après Il y a des choses que tu as regretté de ne pas faire? Jamais. Jamais? Tu as dit, t'es passé, t'as dit non, soit parce que t'étais sur scène, soit parce que... oui, il y a des choses que j'ai pas pu faire, ça c'est vrai. Mais moi, je crois au destin, en fait. C'est peut-être aussi une forme de protection, de me dire... je peux pas le faire. Tiens, je pense à une proposition de Nakache et Toledano que j'aurais adoré faire, mais je pouvais pas pour plein de raisons.
Alors, c'était dans quel C'était en thérapie. Voilà. En thérapie. En thérapie, je pouvais pas le faire. Et j'avais très 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 envie de bosser avec eux. Donc bon, mais je crois au destin parce que je crois que les rôles, ils appartiennent à ceux qui vont les jouer. Moi, souvent, j'ai été un troisième choix. Et on te dit, on a un truc à te proposer, tu comprends, etc. Et tu dis, oui, vous tournez quand? On tourne dans 15 jours. Tu dis, d'accord. Ouais. Donc il y a eu pas mal de refus avant. Ou alors, il y en a un qui s'est cassé la jambe ou qui a dit, allez vous faire voir, finalement, je fais plus votre film. Et moi, je m'en fous, en fait, parce que je crois sincèrement que le rôle, s'il te plaît, appartient à celui qui va le jouer. J'ai pas de problème avec ça. De même que, par contre, il m'est arrivé de refuser des choses, parce qu'en me disant, on me le propose clairement parce que ça va permettre de débloquer des situations de production. Okay. Mais si ça me plaît pas, pourquoi j'irai? Alors je me dis, mais si vous dites oui, le film peut se faire, ou la pièce. Ouais. Je dis, ouais, mais moi je comprends pas le rôle, donc je serais pas bon Guillaume, ouais. On va passer à une pause amicale. Ici, on a des pauses, il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui ont la gentillesse de te poser une question. Là, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui est la raison de notre contact. Je parle d'Isabelle Nanty. Et Isabelle a une question tellement sympa pour toi. On écoute Isabelle. Comment fais-tu pour jouer comme tu joues? Est-ce que tu imagines, d'après les mots écrits sur le papier, la personne que tu vas jouer? Est-ce que tu te laisses emporter par elle? Est-ce que tu lui prêtes des secrets de toi-même? Est-ce que tu te laisses saisir par des choses que le personnage a et que tu ne connaissais pas de toi? Est-ce que tu lui prêtes de tes secrets? Comment tu fais en fait? Moi j'aimerais bien savoir comment, toi Guillaume, tu fais pour jouer si bien, si incroyablement et à chaque fois si renouvelé. Voilà, et n'oublie pas que je t'aime fort. Je t'aime fort aussi, Isabelle. D'abord, ça me touche beaucoup. Parce que j'aime... Ouais, c'est des rencontres comme ça... très particulières. Isabelle, elle compte pour moi, ouais. Alors qu'on avait joué au théâtre ensemble dans Tartuffe, et puis après, elle a été la merveilleuse Madame Potin dans Fais pas ci, fais pas ça. Cette bonne qui aurait jamais dû être là, elle était quand même là, qui tombe secrètement amoureuse de Monsieur Lepic avec des scènes d'anthologie, avec Isabelle tournée entre les fous rires tellement elle était exceptionnelle. Et c'est à nouveau que des bonnes questions. Là, il y en a beaucoup de questions. Alors, Isabelle Nanty, de nouveau, une actrice exceptionnelle, une metteuse en scène géniale. Et professeur aussi. Et professeur, et une femme en or. Donc, une vraie personne... alignée et qui est venue ici. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, écoutez absolument Isabelle Nanty dans Pause. Isabelle, parce que... et puis là, on parle de dyslexie. Son histoire aussi, elle, est une histoire de dyslexie très forte. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle nous disait dans Pause que c'est aussi compliqué parfois aujourd'hui de lire des scénarios. Donc ça reste souvent un fardeau longtemps pendant toute sa vie. Mais en tout cas, Isabelle, merci encore une fois pour ta question adorable, qui est une superbe question. Comment tu fais? Comment je fais? En fait, je crois que le public, tu peux pas lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Il sait très très bien quand c'est juste ou quand c'est faux. Je pense que c'est un truc animal, vraiment. On peut pas pallier à ça. Un acteur, il est juste ou il est faux. C'est terrible d'ailleurs, hein. Mais c'est un constat. Et alors il y en a qui mettent beaucoup de chantilly dessus et qui surjouent un peu, etc., et qui réussissent à embarquer l'affaire. Mais au fond, est-ce que celui qui a regardé ou celle qui a regardé, moi ce que j'aime, c'est quand je comprends pas d'où ça vient et où ça me touche à un endroit de moi. Je ne sais même pas exactement où, mais où ça modifie ma journée, où ça peut me faire monter les larmes aux yeux que je m'y attendais pas. Le grand interprète, pour moi, c'est ça, quoi. Et où il réussit je parle toujours de la petite porte secrète, pendant la représentation, il arrive dans la salle, il ouvre la petite porte secrète du cœur du spectateur, et il y met des émotions. La personne, elle va être bouleversée de façon charnelle. Ça dépasse même la réflexion. Puis tout d'un coup, la lumière se rallume, les gens applaudissent, et l'acteur, avant, il a pris soin de refermer la petite porte et à clé, puis de laisser la clé là. Et il y a quelque chose de très délicat entre l'acteur juste et le public. Et il va voir sa soirée modifiée, peut-être sa semaine, peut-être même sa vie, parce que, pas par l'acteur lui-même, mais par les sentiments, les choses qui se sont passées en lui, et peut-être qu'il va prendre des décisions, même en se disant,
je viens de voir cette pièce, je suis brouillé avec tel membre de ma famille depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis plusieurs années. Ou alors on parle de parents, je vois ces relations familiales, en sortant, la plus belle des choses, le plus beau compliment, ce serait de dire, bah tiens, je vais décrocher mon téléphone et je vais appeler ma mère, je ne parle plus depuis pour telle et telle raison, mais c'est con en fait. Et c'est grâce à cette pièce, à ce livre, à ce tableau, à l'art, quoi, que je vais changer ma vie et mon point de vue. Moi, je vais très très loin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que c'est ça, c'est le baromètre intérieur. Un acteur, il sait parfaitement quand il est dedans, quand c'est juste, ou quand c'est faux, quoi. Alors quand c'est faux, qu'on n'y arrive pas, ben on se débrouille pour que ça se voit peut-être pas trop, mais quand c'est juste, on sait que la scène sera réussie. Et moi, c'est peut-être la chose que j'ai apprise sur des tournages, par exemple. Je sais très bien quand c'est bien ou pas, juste ou faux. Et du coup, j'ose demander ce que je n'osais pas faire avant, peut-être l'ancien timide. Je me disais, je n'osais pas redemander une prise pour moi, quoi. Dire, non, j'ai pas encore trouvé, j'aimerais bien qu'on continue. Parce que ça coûte cher, les prises, l'équipe attend, il y a etc. Mais et le metteur en scène, souvent, quand c'est un bon metteur en scène, donne cette possibilité à l'acteur, si c'est justifié, et il se passe quelque chose qui sera peut-être même pas gardé d'ailleurs, mais d'essayer de rechercher quoi ce baromètre. Ouais. Et ça... Je pense que le premier truc, c'est ça, c'est de chercher la justesse intérieure. Ça peut prendre des fois des mois. La pièce dont je parlais avec Isabelle, je pense que j'ai jamais été juste dans le rôle que je jouais face à elle. C'était Damis, le fils de la famille. Je pense que j'ai jamais trouvé le rôle. Bon, faut dire, je venais d'être papa pendant les répétitions. J'ai eu la naissance de mon premier enfant. On avait très peu de répétitions. J'ai pas eu le temps de répétition nécessaire parce que j'étais totalement ailleurs. Et je pense que j'ai jamais trouvé le rôle. Bon, bah voilà. Est-ce que c'est pendant ce moment-là où justement, tu as eu une discussion avec Isabelle, justement, parce que tu étais sur ce sujet justement encore, Monsieur Tout le Monde, un peu lisse. Est-ce que c'est avec Isabelle que tu as eu cette discussion-là? Oui, j'ai eu ce moment-là. Oui, avec Isabelle, j'ai eu cette discussion-là en lui disant, mais regarde la gueule que j'ai, enfin, je ressemble à rien. Ou tu ressembles à tout. Mais alors, c'est là où elle a été géniale, Isabelle, c'est qu'elle m'a vraiment ouvert la voie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Mais très sincèrement, je lui ai dit, mais je sais pas, je vois mes copains, il faudrait que je sois plus défoncé, peut-être, comme ça, dans des espèces de paradis imaginaires ou alcoolique, ou de la drogue, ou je sais pas, je lui disais vraiment sincèrement, ou est-ce qu'il faudrait que je me fasse des piercings, ou des trucs vraiment, que je modifie mon visage, qu'on voit qu'il y a une douleur, une envie, un truc. Et elle m'avait juste répondu, en fait, il faut que tu sois toi-même. Vaste sujet, vaste programme, quoi, que je continue à mettre en application au jour le jour, parce que quand t'es toi-même, t'es juste. C'est peut-être pas exactement ce que le metteur en scène espérait sur le personnage, et tout d'un coup, il espérait la scène comme ça, et puis tout d'un coup, il dit, putain, merde, c'est ça, en fait. C'est pas du tout là où j'étais allé, mais c'est ça, en fait. Ou dans une audition, tu te dis, je me souviens d'un metteur en scène qui ouvre la porte, il me dit, ah, bon, ce sera pas vous, mais vous êtes là, vous avez bossé, je vais vous écouter, c'est moi qui ai eu le rôle au final. Donc d'amener l'autre même, de le surprendre, quoi. Quand Isabelle te dit il faut être toi-même, justement en parlant de ça, et par rapport au sujet de timidité 10, toi, t'as suivi une thérapie pendant ces années-là? T'as fait ce travail-là? J'ai suivi une ou même plusieurs thérapies, je peux le dire maintenant, puis c'est pas un secret. C'est extrêmement important pour les gens qui imaginent que... Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent ça comme une maladie, hein, donc être accompagné, être coaché, vous appelez ça comme vous voulez, c'est très important. Je donne un exemple qui est très parlant. Je me suis lié d'amitié avec un type assez exceptionnel qui s'appelle Olivier Goua, qui est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, autrement dit la maladie de Charcot. Et quand le diagnostic, alors c'était un brillant homme d'affaires, brillant entrepreneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Goua, il est venu ici, c'est un de ses dernières interviews où il était encore avec sa voix. Il avait encore sa voix. Donc histoire exceptionnelle d'Olivier. Un type assez exceptionnel, avant déjà la maladie, marié, 2 enfants, tout va bien, quoi. Tout d'un coup, le diagnostic lui tombe dessus. Et donc, pour rappeler la maladie de Charcot, le maladie de Charcot, quand on vous l'annonce, vous avez entre 3 et 5 ans. On a la chance, Olivier, aujourd'hui, de survie. Donc, il y a 2 mois. Survie et dans quel état? C'est-à-dire que le corps va complètement, les fonctions vont s'arrêter les unes après les autres, dont la voix, la marche, tout. Et par contre, le cerveau n'est pas atteint et on garde ses capacités intellectuelles. Donc, lui, il le dit très bien. Olivier, il a déprimé vraiment fortement. Il y a de quoi? Pendant 3 mois, et puis un jour il a accepté de voir la psychologue qu'on lui disait tellement d'aller voir. Il a toujours dit, moi les psys et tout ça, se faire aider c'est des béquilles, c'est pour les faibles. Il le dit, lui qui était triomphant, fort, pensait-il. Et tout d'un coup, cette femme lui a dit, bon, vous allez mourir, mais moi aussi. Peut-être que je vais me faire shooter par une bagnole en sortant du cabinet. Peut-être que, bon, c'est notre lot à tous, on va tous mourir. Pourquoi vous vous punissez 2 fois?
C'est-à-dire, oui, vous avez maintenant une échéance, 3-5 ans, et pourquoi vous punissez 2 fois? Et lui, il a complètement switché après ce rendez-vous, donc merci à ceux qui font ce métier-là. Et il a dit, bah ouais, ce qui me reste de vie, je vais le dévorer à fond, d'abord en famille, ses amis, et puis tous les trucs qu'il a eu envie de faire. Il a sauté en parachute, ce qu'il n'avait jamais fait, il a fait des trucs de fou, quoi. Mais surtout, il a dit, pour moi, c'est trop tard et je vais utiliser le temps qui me reste pour récolter. Je vais mettre... C'est quoi mon talent? C'est d'être chef d'entreprise, dans des choses plutôt d'ailleurs assez, développement durable, des choses assez déjà, avant même ça, avec une conscience. Et il a dit, je vais mettre tout mon talent de chef d'entreprise et mon réseau au service de la recherche et gagner un maximum de blé pour la recherche. Donc ceux qui n'ont pas vu encore... Son documentaire s'appelle Invincibilité. Sa femme, et donnons un hommage aux gens qui sont essentiels. Virginie, son épouse, et au quotidien, à côté de lui, on peut imaginer que ses enfants qui sont Clément, son grand, et son petit aussi, une famille. J'ai la chance de connaître Olivier depuis 25 ans de ça. Et donc, c'est une personne exceptionnelle qui était en effet déjà un entrepreneur dans la tech avant qu'aujourd'hui il est un entrepreneur de choses. Il combat. Et la difficulté de ces maladies rares, c'est qu'il y a très peu de gens, et comme il n'y a pas de moyens à mettre contre ça, on ne trouvera pas de solution encore aujourd'hui, parce que c'est encore très peu de gens, et heureusement qu'il y ait très peu de gens. Mais tu te rends compte de l'altruisme du gars, c'est-à-dire qu'il dit, il le dit, c'est bouleversant, il dit, pour moi c'est trop tard, mais je vais le faire pour les autres qui viennent derrière. Il aurait pu au contraire déprimer, rester dans... et puis essayer de se dire, et de se plaindre. Et le gars a une noblesse de cœur, je crois que même en famille, avec les plus proches, il reste très digne, et il ne parle pas de tout, parce que ça ne les regarde pas, dit-il aussi, et puis par tendresse et affection pour eux. J'en profite pour te dire un mot sur l'ICM, l'Institut du cerveau, qui est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est un endroit... Moi, ma maman a une sclérose en plaques. Je le dis, avant je ne le disais pas, mais maintenant je le dis. Merci de le dire, Guillaume. Comment dire, avec son accord... tu sais, quand tu deviens populaire, tu as beaucoup de gens, et à juste titre, et tant mieux, qui viennent te voir en disant, voilà, j'aimerais la défense des animaux, est-ce que ça vous arrange? On aimerait que vous soyez parrain de la chirurgie cardiaque des enfants, etc. C'est une cause qui est... Donc, le cancer, des causes plus belles les unes que les autres, et je me suis dit, en fait, j'ai qu'une vie, comment je vais pouvoir être utile, et au mieux, quoi. Et donc, tout d'un coup, ma maman est diagnostiquée, etc. Et des années après, mon père nous envoie, mon frère et moi, une invitation pour aller à une conférence sur la sclérose en plaques à l'ICM, à l'Institut du cerveau à Paris. Et moi, je repousse ça en disant, ça va, déjà on le vit en famille, au quotidien, qu'est-ce que je vais aller... Et puis c'est mon frère qui me convainc, il me dit, mais allons voir, pourquoi pas. Et là, c'est vraiment un switch aussi pour moi, où je me dis, voilà, j'ai trouvé en fait la raison de m'engager. Ton combat de... Ouais, de m'engager vraiment, c'est-à-dire que ça me prend beaucoup de temps. J'en parlais encore avant de venir à l'émission, et j'en parlerai tout à l'heure, pour trouver le prochain film qu'on va faire, la prochaine action, ça s'appelle Découvreur d'espoir, et ça porte le numéro de l'année en cours. Là, ce sera Découvreur d'espoir 2025. Donc, j'ai écrit des textes avec l'Institut du cerveau. On fait des petits films d'appel à dons. On essaye d'avoir un maximum de plus en plus d'argent pour la recherche. Moi, évidemment, je touche rien là-dessus. Justement, pour revenir tout à l'heure, ta notoriété est utile, tu le mets. Moi, je me souviens des discussions longues, et avec un ami qui s'appelle Fabien Marceau, Grand Corps Malade, ils ont joué une chanson qui s'appelle La Cause, avec Gaël Faye, avec Ben Mazué, avec chaque fois une vision différente des artistes. Toi, tu penses que c'est normal que chaque artiste devrait s'engager? Non. Tu penses que... non, c'est pas normal. Il faut avoir l'envie chevillée au corps de ça, parce que c'est beaucoup d'emmerde. Tu penses que sinon ça se voit? Ouais, et puis je pense qu'il faut s'engager si la cause vous touche. Bien sûr. J'aurais pu faire régulièrement sollicité, quoi. Mais je leur dis vraiment, non, je suis sur cette cause-là, il y en a tellement d'autres et aussi nobles. J'ai le César du meilleur second rôle pour le prénom. 2013, il y a Fais pas ci, fais pas ça qui cartonne. Il y a tout ça, et tout d'un coup, une journaliste m'interroge et me dit, mais alors voilà, c'est formidable, tout se passe bien pour vous. Et en plus, j'ai vu que vous alliez être aussi d'Action. Ça, c'est bien pour votre image d'avoir accepté d'être aussi d'Action. Et là, je te jure, les larmes me sont montées aux yeux. D'accord, elle pense que là je travaille aussi l'image, d'accord, que le truc justement... Ça allait aussi bien avec ton César, en fait. Ouais, César et je lui ai juste dit, vous savez, moi, dans les années 80, j'ai vu plusieurs copains mourir, je pouvais absolument rien faire. Je peux pas tellement faire plus aujourd'hui.
Si ce n'est que la différence, c'est que je suis devenu un personnage populaire. Ouais. Donc si ma petite popularité naissante peut servir à dire aux gens, surtout aimez-vous, mais mettez des préservatifs, on en meurt encore, et c'est une maladie terrible. Je ne prétends pas autre chose que ça, et je viens pas travailler mon image, quoi. Elle m'avait vraiment dégoûté, en fait. Là, on est un peu, parler de sujets tellement importants, et merci encore une fois de l'aborder, merci de dire pour ta maman également, pour montrer que la vie, c'est celle-là. La vie, elle est certainement, malheureusement, pas comme celle qu'on pouvait imaginer. Lecture des bouquins où tout va bien, maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Mais revenons sur un moment quand même glorieux, heureux de ton existence, qui était Fais pas ci, fais pas ça. On est en 2007, ça va durer une dizaine d'années. Là, c'est un succès considérable, hein, donc ça répond à quelque chose, c'est le pic et les boulets, c'est ça, si je me souviens bien. Et là, c'est quoi? C'est 4-5 millions de téléspectateurs dans l'année, c'est ça? C'est quand même des plus que ça encore? Oui, non, c'est entre 4 et 6 millions de téléspectateurs par soir devant leur télé, plus les replays. Donc c'est en gros 10 millions donc c'est de Français qui voient l'épisode au final. C'est phénoménal. C'est un phénomène. Ouais. Donc là, ça a été un phénomène, et pas pendant 6 mois, hein, ça a été pendant 10 ans. Raconte-nous, moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu l'as eu le job? Parce que là c'était encore en train de manger des pâtes, j'exagère à peine, hein. T'as pas la notoriété. Comment tu l'as c'est qui te tend la main? C'est une conjonction de rencontres. C'est une copine Cécile Réboa, qui a un copain qui s'appelle Pascal Chaumeil, avec qui ils ont travaillé et qui invite ce copain metteur en scène, Pascal, à venir voir une pièce qu'on jouait avec Cécile, avec Isabelle Gélinas aussi, qui s'appelle Le Jardin de Brigitte Buck. Et je joue un rôle où tu pourrais prendre le personnage et le mettre devant une caméra, parce que souvent au théâtre on est obligé de déclamer un peu, ça peut paraître un peu faux, mais parce que juste il faut se faire entendre jusqu'au 700e spectateur. Mais là c'était une mise en scène extrêmement simple de Jean Bouchot, très réaliste, et on pouvait en effet prendre le personnage et le mettre devant une caméra, ça marchait tout de suite. Et cette pièce, ce que je ne pensais pas, m'a apporté beaucoup de choses, dont un tournage avec Jaoui Bakri aussi, donc pas mal. Et tout d'un coup, ce metteur en scène est en plein casting et il se dit, tiens, j'ai proposé à ce mec que je connaissais pas, Tonquédec, là, s'il voudrait passer l'audition. Il venait voir en fait sa copine Cécile Réboa et Isabelle Gélinas, à qui il pensait déjà pour un des personnages. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, un peu vraiment le hasard, quoi. Et je me retrouve en tournée avec cette pièce et on reçoit les textes avec Isabelle de Fais pas ci, fais pas ça, écrit par Anne Jafferi, une immense autrice. Et parce qu'elle retranscrit la vie. Rien n'est explicatif ou expliqué, c'est la vie. Ce qu'elle réussit à écrire, j'ai rarement, jamais même relu ça après sur la famille, ce que dit un père à sa fille, une mère à son fils, ce que se disent dans le couple. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc je lis ça et avec Isabelle, on se dit mais t'as lu ce que j'ai lu et on se dit on sait pas qui va arriver tout ça. Suite, tu sais tout de suite en lisant, on sait tout de suite que c'est bien. D'accord. Pour répondre un peu à la question d'Isabelle avant, quand tu lis, moi je lis et je vois si mon encéphalogramme reste plat, je me dis, je suis pas le bon cheval pour tirer la diligence, je saurais pas jouer le rôle, je vais rien apporter. Et là, tu dis, et là, tout d'un coup, je pars même dans les émotions, tu vois, je sais pas, tu vois un costume. Tu te souviens, quand tu fais le casting, tu te souviens, ce moment-là, très précis? Très bien. C'est où? Il y a combien de personnes en face de toi? Il y avait Pascal Chaumeil, et Anne Jafferi, l'autrice, qui était là. Et donc, moi, j'ai passé, avec Isabelle, elle a passé avec moi, elle devait jouer Fabienne. Et on s'éclate et tout, ça se passe très bien. Et toi, tu devais jouer qui au départ? Moi, je devais déjà jouer Renaud Le Piquet. J'avais toujours auditionné pour ça. Et Bruno, lui, de son côté, auditionne avec Valérie pour le couple Boulet. Et puis, ça, on est plutôt content, etc. Mais on nous rappelle, tous les quatre, en disant, mais en fait, on va inverser les femmes. Et moi, j'ai tellement envie que ça marche que je me dis, merde, c'est foutu, quoi. S'ils inversent ces personnages, ça veut dire que, en fait, ils nous font revenir. On se tape des paranos, les acteurs, et tu te dis, en fait, ils veulent voir ils vont choisir les femmes, mais pas les maris. Enfin bon, donc dans un truc, dans un casting. On revient. On fait un casting, je me souviens avec Valérie. Pour le coup, avec Valérie Bonneton, qui a fini par décrocher le rôle, et moi aussi. Et je me souviens qu'il y avait une scène où j'étais en pyjama dans mon lit, et elle est en train de recouvrir les livres, c'est-à-dire que lui, il fout jamais rien. Il regarde
il critique, mais il fait jamais rien comme beaucoup de pères. En tout cas, c'était la vision à ce moment-là de ce personnage-là. Et elle s'énerve parce qu'elle arrive pas. Il manque 1 centimètre de papier transparent. Donc elle devient complètement, elle est déprimée. Donc lui se lève avec son petit pyjama. Puis il dit, mais chérie, mais c'est très bien ce que tu as fait, etc. Et elle, ça laisse, plus il la complimente, plus ça l'exaspère. Enfin, la scène est extrêmement drôle. Et on répète un peu la scène, etc. Moi, j'étais habillé un peu comme aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, je dis, je sors par la porte et puis je vais faire une entrée, voilà, comme la mise en scène le prévoit. Et je sors, et derrière, j'avais laissé un petit sac avec mon pyjama. J'avais apporté mon propre pyjama, parce que j'avais un pyjama comme Monsieur Lepic. Je me change en 3 secondes et demie, etc. Et j'arrive, et j'ouvre la porte en pyjama. C'est-à-dire, c'était totalement... c'est pas du tout prévu. Et c'était pas du tout ce qu'on avait fait à la répète. C'était juste, pas pour dire, voilà, c'était juste jusqu'au bout, là. Tu vas jusqu'au bout du bout. Mais prenez-moi. Ouais. Regardez, je suis le rôle. En pyjama, c'est moi. C'est moi le rôle. Et bon, ça avait fait rire Pascal Chaumeil et Anne. Et Pascal m'a dit, en fait, t'as eu le rôle parce que t'es arrivé bien coiffé. Et ouais, c'était le personnage, quoi. Ils ont hésité à quelqu'un d'autre, ils t'ont dit après tu sais qui était en face de toi? Non, je sais qu'il y a eu d'autres auditions, mais bien je sais pas qui. Par contre, le changement de femme, c'est Anne qui a dit, elle n'avait pas pensé à des comédiens, sauf Valérie, pour le rôle de Fabienne Lepic, et elle s'est pas trompée. On s'arrête sur une deuxième, t'imagines, tellement de gens qui voulaient te poser des questions, une deuxième pause amicale. On vient d'en parler, une pause de Valérie Bonneton. Mon cher Guillaume, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu préférerais travailler avec un très grand artiste dont les qualités humaines sont assez médiocres, ou alors travailler avec un artiste, on va dire, moyen, dont les qualités humaines sont extraordinaires? Ni l'un ni l'autre. J'ai hâte d'écouter ta réponse. Je t'embrasse. Ni l'un ni l'autre. Génial cette question. C'est une super question qui rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Merci Valérie. Bah ouais, merci Valérie. Ni l'un ni l'autre. Tu m'as bien piégé. Non, tu m'as pas piégé du tout, d'accord. Non, parce que si le gars est hyper sympa et tout, on ira passer des vacances ensemble, on boira des coups, ou je sais pas. Mais s'il m'apporte rien, moi j'ai envie d'être nourri aussi par les rencontres et tout. Donc je te dirai un copain, mais si j'aime pas son travail, il faut pas se tromper en fait. Encore une fois. Moi, ça m'est arrivé, des gens vraiment chers, pas forcément des amis, mais aussi des gens, voilà, dans une proximité artistique, qui m'ont proposé des choses qui m'ont pas plu. Et je me dis, là, il y a pas 100 000 possibilités, donc je leur ai dit la vérité, quitte à peut-être à les perdre comme amis ou comme. Je me dis, mais si je les perds, c'est qu'on n'avait rien à faire ensemble au final. Donc je préfère dire non parce que venir porter un truc, bah ouais, je serais mauvais tout simplement parce que je vais pas savoir quoi faire. On a parlé du prénom, on a parlé de fait passif, fait pas ça. La liste, et on a évoqué quelques films que tu as pu jouer, tu parlais de Jaoui tout à l'heure, on en a aussi un nombre assez important et imposant, mais moi j'ai envie qu'on passe un peu de temps sur le théâtre. Alors encore une fois, je suis un fan de théâtre, donc j'aime beaucoup aller au théâtre et je suis très heureux de voir que tu tournes, et quand on dit tourner, c'est que c'est pas uniquement pour les Parisiennes et les Parisiens, même s'ils ont beaucoup de chance, mais je sais que toi, il est important aussi que tes pièces puissent se tourner. Je t'ai vu récemment dans une pièce qui est exceptionnel, qui est alors à nouveau pour aller souvent au théâtre, hein, c'est une des j'ai pas vu le prénom malheureusement, mais cette pièce là, j'ai une pièce où j'ai rarement vu autant vu les gens rire, et les gens heureux. Et souvent ce que je dis à mes amis artistes, je dis, il y a un moment où tu apportes 2 heures de bonheur, et parce que souvent les artistes me disent oui mais c'est mon métier, je suis content de le faire, mais je te le dis Guillaume, et tu le sais très bien, c'est que c'est pendant 2 heures des gens qui sont rentrés avec leurs soucis. Ils sont rentrés avec leurs soucis. La majorité des gens que j'ai regardés à droite à gauche quand j'étais en train de te voir, je sais qu'ils ont leurs soucis comme toi ou comme moi. Et pendant 2 heures, ces soucis, ils les reprennent malheureusement. Mais pendant 2 heures, tu leur apportes un bonheur. Et cette pièce est dingue. Cette pièce tourne en plus, donc ce qui est assez fabuleux. Mais avant de parler de Mon jour de chance, qui est cette pièce dont je te parle, tu as gagné des prix, tu as fait déjà des belles choses. Pour toi, c'est 2 choses différentes plutôt, le théâtre et le cinéma, ou la télévision d'ailleurs, parce que toi, tu as fait les 3. Est-ce que c'est comme tes 3 enfants? Si je dis lequel tu préfères, tu me dis hop, Alexandre, c'est impossible. Ou il y a quand même quelque chose qui te ressemble plus? Est-ce que le stress du jeune timide qui rentre sur scène tous les soirs est le pire, mais aussi le meilleur, peut-être? Moi, le théâtre, c'est la maison pour moi. Hein. Je viens de là. C'est des premiers cours, etc. Et puis, c'est surtout le rapport au public. Et encore une fois, je reviens à ça, donner aux autres.
Donc la caméra, tu donnes à l'équipe, tu donnes à la caméra et tu projettes éventuellement ce que ça donnera sur l'écran. Mais t'en sais rien parce que après il va y avoir le montage, la musique, l'élément ne t'appartient plus vraiment. Il faut être le meilleur possible, mais ça ne t'appartient plus vraiment. Et c'est Michel Bouquet qui était mon maître prof au conservatoire. Il disait au cinéma, le metteur en scène, l'auteur, c'est la caméra. Parce elle va choisir ce qu'elle va montrer. Et ça peut être un outil extraordinaire si on aime la caméra. On peut faire passer des émotions. On sait très bien ce qu'il faut faire. Quand c'est ça, c'est très, très, très excitant pour le comédien. S'il sait utiliser l'objet, puis après il l'oublie quand même. Voilà, cette connaissance-là, elle est très importante pour faire passer les émotions que tu veux faire passer. Mais au théâtre, c'est imparable. C'est le contact direct avec les gens. Et tu sais, c'est eux qui te disent si tu as bien travaillé. C'est pas l'équipe au cinéma où on va se congratuler éventuellement ou s'engueuler, comme on veut. Mais là, au théâtre, c'est imparable. Si les gens se remettent à tousser, ils bougent dans leur fauteuil, tu dis c'est mort, je suis pas bon. Tu sais dès le premier soir, tu le sais que ça va marcher. Ouais. Tu peux le savoir dès la lecture, mais ça dépend aussi de la mise en scène, des partenaires. On en parlait tout à l'heure. Il faut être bien entouré. Là, il se trouve que dans Mon jour de chance, l'objet, il est rond. C'est-à-dire que les auteurs ont très très bien écrit, Sybille Rassé Hautecoeur. Le metteur en scène José Paul, qui est un copain, on a bossé, c'est la 4e fois qu'on bosse ensemble, a fait une super mise en scène, honnête. Il nous dirige, c'est un excellent directeur d'acteurs et d'auteurs, parce qu'il a fait travailler les auteurs, ils se sont engueulés, même tellement c'est la version 27 qu'on joue. Il les a vraiment poussés dans leur retranchement pour que la pièce soit vraiment le mieux possible, et elle l'est. C'est plutôt les histoires, moi, en fait, qui réussissent à me convaincre. Est-ce que ce scénario, c'est l'écriture, en fait, c'est les auteurs, comme souvent, en fait, ils sont rarement mis en avant, mais on sait à quel point ils sont essentiels. Oui, parce que sans eux, on fait rien. C'est-à-dire, c'est la matière première pour tout le monde, pour celui qui va imaginer le décor, la musique, et évidemment pour l'acteur qui va jouer. ChatGPT, ça t'inquiète? AI, tout ça, l'intelligence artificielle, tu penses que... Tu vois comment, quand vous en parlez entre vous? Je sais que moi, je suis en train d'écrire et je regardais ChatGPT, comment ça marchait. Il y a une chose qu'elle n'a pas réussi à avoir encore, ChatGPT, parce que je me suis amusé, j'ai testé, c'est la justesse de l'émotion. Et je voyais des trucs très bien écrits. J'ai dit, ah putain, cette phrase-là, c'est pas mal. Ah, puis là, c'est bien amené, mais ça me touche pas, comme peut me toucher un auteur ou un interprète totalement sincère. Peut-être que ça arrivera, et là, je flipperai ce jour-là. Mais pour le moment, c'est encore assez technique, même si c'est super bien fait. Mais par contre, oui, c'est un... Pourquoi ça peut être... Bon, c'est extraordinaire pour plein de choses, des applications médicales notamment. Ça va être génial. Il faut absolument développer l'IA en France et ne pas se cacher, parce que les autres vont le faire à notre place, et on va se retrouver gros gens comme devant. Alors que il faut se saisir de cette chance exceptionnelle. Mais pour autant, encore une fois, la qualité de la relation humaine, rien ne remplacera la représentation, le contact avec l'autre et la justesse. Ça, pour le coup de ChatGPT, j'y crois pas. Moi, quand je regarde ce que tu fais, du ciné, de la télévision, du théâtre, à chaque fois en gagnant des prix, être apprécié par la critique, ce qui est rare, et par le grand public, ce qui est encore deux choses différentes. Et moi, j'ai des questions que je me pose, mais cette fois-ci, j'ai demandé à quelqu'un de te poser une autre question, et c'est pas forcément une pause amicale, c'est une pause familiale. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est un de tes enfants, Amaury, qui a une question à te poser. Salut papa, t'as un bon nombre d'heures de vol, que ce soit sur les planches, au cinéma ou à la télévision, sans forcément arrêter ces activités-là. Quand est-ce que tu passes de l'autre côté, derrière la caméra, pour écrire, réaliser et ou produire ton propre projet? Ça fait un moment qu'on en parle, donc je te pose la question. Super question. Super question. Merci Amaury. Bon, merci pour le choc d'émotion, parce que dès que tu entends la voix de quelqu'un que t'aimes, c'est waouh. Tu te dis oui, ah bon. Et tu te dis mais comment il a eu son 06. Bah bon. Peu importe. Laisse-toi aller. C'est ton boulot. Mais et tant mieux. Et merci Amaury. Oui, c'est ça que moi, c'est pas quand il y a un truc que je t'ai pas encore vu. Oui. Et c'est un truc que tu as envie absolument. Tu penses que tout à l'heure tu me parlais d'un metteur en scène, tu me parlais d'un réalisateur. Tu penses que c'est l'étape d'après, forcément? En fait, c'est peut-être aussi des moments de vie. J'ai été et je suis très gâté comme interprète, et j'ai réalisé ce rêve-là, qui est encore une fois de raconter des histoires aux gens à travers un personnage. Ça, j'ai la chance d'avoir pu le faire plusieurs fois, de me faire plaisir. On m'applaudit, c'est très bon pour mon ego. Et puis j'espère apporter un truc aux gens qui voient ces choses-là.
Mais maintenant, je suis dans une autre étape où je suis en train d'écrire enfin... pour moi, ce que je connais le mieux, c'est la scène, donc je suis en train d'écrire un seul en scène. Un seul en scène. Oui, un seul en scène où je rends hommage à mon père, voilà, qui est toujours vivant et ma maman aussi, et je rends hommage en fait à mes parents dans cette aventure, et parce que je me suis toujours dit j'écrirai, mais je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire. Je vais écrire une comédie, comme je suis un acteur, je viens plutôt de la comédie, puis je me suis dit ça n'a aucun sens, ce qu'il faut c'est être juste, et comme ça n'est pas mon métier, et que j'admire beaucoup les bons auteurs, ce que j'écrirai, il faudra que ce soit essentiel pour moi, pour que je m'y remette le lendemain, et que j'accepte d'être paumé, d'avoir envie de continuer, sinon j'ai déjà écrit plein de trucs que j'ai laissés dans des placards ou dans des classeurs qui ne sont jamais rien devenus, mais là, tout d'un coup, c'est un copain qui m'a dit, mais ton sujet, c'est ton père, parce qu'il me connaît bien, il connaît aussi ma famille. Il dit, il y a un truc à faire avec ça, et j'ai une réaction tellement violente de dire non, c'est trop proche de moi, qu'après, évidemment, le lendemain, en me réveillant, je me suis dit, mais en fait, il a raison. C'est moi qui n'arrête pas de dire, il faudra que ce soit essentiel. Là, c'est essentiel. D'où je viens, pourquoi, et le parcours de mes parents, la maladie qui s'invite dans une famille, comment mon père devient aidant de ma mère, bien malgré lui, alors que c'était pas le projet de vie initial, c'est jamais le projet de vie de personne. Pourquoi ils sont toujours ensemble, pourquoi ils ont résisté à ça, et pourquoi ça les construit et les renforce, au contraire. J'ai envie de parler de ça. Donc ça... Donc tu écris, tu vas mettre en scène. Alors, je vais écrire. Je suis en train d'écrire, là, en ce moment. Mise en scène. Et je ne ferai pas la mise en scène parce que je trouve que c'est trop... j'ai besoin quelqu'un qui va te qui va m'aider à aller vers le mieux. Je pense que c'est encore un autre boulot. Et donc, voilà. Et ce texte, vraisemblablement, sera peut-être publié, va d'abord devenir un livre. Et je travaille en même temps à l'adaptation. Alors, deux choses. Amaury nous posait deux autres questions. Là, ça y est, on l'a, l'écriture, mais il y avait réaliser et produire. Ça, c'est des sujets sur lesquels produire, je produirais le spectacle. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de garder... C'est tellement intime que je veux garder la main absolue. Bien sûr. Je veux que tout, jusqu'à la virgule près, soit ma décision. Et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même, mais surtout, ce ne sera pas abîmé par quelqu'un d'autre, voilà. Donc je vais produire et mettre en scène, si ça j'en ai très envie, parce que la mise en scène m'intéresse, mais aussi la direction d'acteur, ça je trouve ça tellement mystérieux que c'est quelque chose à quoi je veux me frotter. Ouais. Dis-moi, j'aurais dû te poser la question, mon jour de chance, en film, ça va même finir que le prénom. Est-ce que, ça y est, on te l'a proposé, mon jour de chance, en faire un film? Est-ce que c'est évidemment quelque part là-haut ou... Oui, ça, c'est tout à fait possible. Et il y a des pistes qui sont creusées. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais il y a une envie évidente. Ouais. On termine avec une pause flash. La pause flash, elle est simple. Hein, c'est que je vais te citer un nom, des choses, et tu devras me dire le premier mot auquel ça te fait penser. Hein? Ok, t'es prêt? Ça marche. On va commencer. Dyslexie. Douleur. Isabelle Nanty. Femme. Enfance. Lunettes. Les Molières. J'en ai tellement qui me sont venus à l'esprit. Premier qui arrive, je sais que c'est... joie. Les Césars. Comble de joie. Un peu plus pour toi les Césars, toi qui aimes le théâtre, c'est un peu au-dessus encore? Non, c'est pas tellement ça, c'est que c'est la première énorme distinction. Moi, je viens du théâtre justement. J'ai joué pendant 20 ans au théâtre. En 2013 et tout d'un coup, je fais une pièce, Le Prénom, qui devient un film, ce qui est déjà dingue. On nous garde dans la distribution. Le film cartonne. C'est une comédie. On est quand même nommé au César, que c'est pas un genre forcément prisé de l'Académie des Césars. Et en plus, Valérie et moi, on se chope les Césars. Enfin, c'est un truc, c'est pour ça que t'as tout là. Quand on m'a dit que j'étais nommé, j'ai été divisé en deux d'un trac monstrueux. On disait, mais le cinéma, j'ai fait ça, mais voilà, c'est d'abord une pièce qui devient un film. Voilà tout ce que je t'ai dit. Et tout d'un coup, en plus, je l'ai. Et au fur et à mesure que la soirée avançait, je me souviens que mon trac a perdu face à ma joie en me disant mais t'es là, si jamais ça arrive. Ça ne voyait pas trop justement, c'était très naturel ce discours. Mais je sais qu'intérieurement j'avais une déflagration d'émotions. J'avais peut-être un peu trop d'ailleurs, mais j'ai joué le jeu. J'ai dit mais il faut que ça fasse 2 minutes les remerciements. Je vais jouer le jeu parce que on oublie souvent que les Césars ou les Molières c'est d'abord une émission de télévision à l'usage des autres. Et moi ce que j'aime bien c'est Michel Serrault ou Annie Girardot, c'est des moments comme ça. C'est ça que j'ai envie de voir, quoi. Popularité. Chance. Échec. Progression.
Littérature. Connaissance. Ouais. Silence. Divin. Ou spiritualité. Merci. Et 2 dernières questions, ça va être très simple. La première, c'est cette pause que tu as eu la gentillesse de faire avec nous. T'aimes la faire où, toi? Si à un moment, tu peux faire une pause quelque part, c'est où? C'est sur ton bateau en Bretagne? C'est à un autre moment? Elle se fait où la pause, là où tu... Ça peut être dans certains lieux où il y a du silence. Alors, je vais te parler des églises, mais j'y vais des fois avec des copains musulmans, donc ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. J'ai un copain musulman qui m'a fait découvrir une chapelle dans Paris que j'adore. Et régulièrement, ça peut être des églises, parce que je sais pas, il y a du calme, il fait frais, ça sent un peu l'encens et un peu la moisissure. Ça, j'aime bien. Je sais pas, il y a un truc comme une vieille cave. Pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Ou en effet la mer, la nature en fait. Et bon, j'adore la mer. Et c'est vrai que là, on n'est rien face à... C'est comme la montagne, il faut faire avec, on sera toujours plus faible. Et juste d'être en contact et de voir ça, surtout le phénomène des marées, des lumières en Bretagne, c'est nécessaire pour moi. Ouais. Dernière question. Maintenant que tu as vécu ce moment avec moi, qui tu me conseillerais d'inviter à cette place-là et tu dirais, ce serait génial qu'il raconte ou qu'elle raconte son histoire, son aventure, ça plairait et ce serait utile? T'as des noms? Valérie, elle a des choses à dire sur la vie. Sur Valérie Bonneton, ouais. Elle a des choses à dire sur la vie, sur elle s'en cache plus maintenant parce qu'elle a failli perdre un de ses enfants d'un cancer. Nous, on tournait Fais pas ci, fais pas ça à ce moment-là. Donc, elle venait le matin faire le guignol, entre guillemets, je mets des guillemets évidemment, alors qu'elle vivait des choses la nuit compliquées, dans la journée, etc. Au téléphone avec les médecins et tout. Bon. Non, Valérie, ce serait une bonne candidate, et puis parce que je l'adore, quoi. Ouais. Valérie, allez. Donc ça s'est bien passé? Très bien passé, merci. Merci à toi, Guillaume. J'ai dit des choses que je n'ai jamais dites, donc bravo. Non, ça c'est chouette. Merci d'avoir eu cette transparence. Ça fait un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi, Guillaume. Plaisir partagé. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.